C'était normalement Emeric qui devait t'accueillir. Donc il s'excuse, il n'est pas là pour des raisons médicales. Et donc c'est encore moi qui vous accueille pour ce webinaire. Euh, et je poserai vos questions. Donc on a vu avec Patrick que tu étais OK pour que les gens posent des questions au fur et à mesure. Et puis moi j'essaierai de voir à quel moment les poser pour que ce soit cohérent aussi avec ce que tu nous expliques. Patrick Bertium, tu es canadien, tu es de Montréal, et donc tu travailles sur l'entretien motivationnel, tu es formateur au Canada, peut-être aux États-Unis aussi, ou en Europe beaucoup. Oui, je fais partie de l'association internationale, donc ça m'amène à être autant j'ai investi surtout dans les pays francophones, que ce soit en Europe ou ici au Québec ou en Amérique, parce qu'il n'y a pas que le Québec qui parle français, Mm. mais c'est principalement en français et j'en donne également en anglais à l'occasion. Oui, Et donc merci. l'association internationale, c'est le MINT, et Oui. tu as fait partie du conseil d'administration pendant de nombreuses années. Mm. Et donc le MINT qui se réunit, je pense, hein, régulièrement pour un grand colloque international. Euh, et, euh, et donc, tu fais aussi des collaborations de recherche autour de l'entretien motivationnel. Et au tout départ, tu travaillais plus en sexologie. Tu as une formation de départ dans ce domaine-là. Et tu as aussi des formations en thérapie fondée sur la compassion de Paul Gilbert, des formations sur l'autocompassion de Christine Neff. Et c'est dans ce contexte-là qu'on a eu la chance, enfin que j'ai eu la chance de te rencontrer. Et donc je te remercie beaucoup de venir nous parler d'entretien motivationnel et d'approche motivationnelle. Alors, c'est ton titre, c'est toi qui l'as Mm. choisi. Je l'ai trouvé intéressant. Il a activé un petit peu ma curiosité. Euh, je te propose de nous expliquer pourquoi ce titre. Merci beaucoup. Tout d'abord, en tout cas, un grand merci de cet accueil. Ça me fait vraiment plaisir de pouvoir partager avec vous. Et je souhaiterais dire échanger et je pense que ça va être avec les questions que ça va être possible, mais à tout le moins, en tout cas, de partager avec vous cette grande passion qui est pour moi, au départ, l'être humain, mais qui est aussi cette notion de l'entretien motivationnel. Euh, et un grand merci de votre présence là. Euh, puis merci à toi, Isabelle, entre autres, d'avoir pensé à ma contribution pour venir partager avec vous un peu l'univers de l'entretien motivationnel. Et en fait, ce qui m'a un peu amené à définir un peu ce titre-là, c'est que ça fait déjà, ouais, ma première formation date de 2007. Et je suis formateur depuis, je pense, 2008 que j'ai reçu ma formation pour être formateur. Et donc, ça fait quand même quelques années. Et je, je- je- je trouve au fil du temps, pour moi, j'ai toujours trouvé agréable, surprenant, questionnant d'entendre des gens me dire ah oui, moi je fais ça je fais ça de l'EM. Ah oui, moi j'en fais quelques fois. J'ai déjà fait ça par le passé. Et ça m'a amené vraiment à me poser la question, c'est quoi pour les gens faire de l'EM en fait? Concrètement, en fait, ça signifie quoi pour les gens? Et j'ai commencé parce que je donne différents niveaux de formation à l'entretien motivationnel. Et là, dans les formations avancées, j'ai commencé à débuter un peu les formations en demandant aux gens, hein, un peu comme je viens de le dire, je croise souvent des gens qui me disent ah oui, moi j'en fais de l'EM. En fait, je suis. Et je demande aux gens dans la formation de leur dire, à votre avis, ils me disent qu'ils font quoi, ces gens-là? En fait, quand quelqu'un dit je fais de l'EM, ils sont en train de me dire qu'ils font quoi?
Et la variété des réponses me surprend toujours à chaque fois, en fait, et m'amène vraiment à concevoir euh, que entre, puis au dernier congrès, William Miller en parlait sur l'écart qui peut exister entre le fait d'avoir assisté à une formation et l'impression de mettre en application l'entretien motivationnel, que scientifiquement, en fait, il est assez démontré qu'il y a un bel écart entre les deux et que dans mes questionnements, en fait, quand je reviens avec cette question-là, les réponses qui varient énormément et qui reviennent beaucoup avec l'idée de, ben oui, je fais beaucoup de reflets dans mes interventions. Oui, je fais des questions ouvertes. Ben oui, je suis très centré sur la personne. M'ont vraiment amené à concevoir qu'il y a comme une certaine méconnaissance de ce que c'est réellement l'entretien motivationnel. Et souvent, puis même dans mes formations de base, j'aime bien, en cours de route, dans la participation, demander aux gens, ben, c'est quoi pour vous la différence entre une approche motivationnelle et l'entretien motivationnel? Parce que autant, en tout cas dans mes expériences au Canada qu'en Europe, il y a beaucoup de confusion entre les termes. Et donc je trouve qu'avec le temps, je trouve ça important de faire une plus grande précision ou spécificité de ce que c'est réellement l'entretien motivationnel dans le bassin des approches de motivation, en fait. Ouais. Hmm. Et, euh, et du coup, quelle différence, toi, tu peux nous expliquer entre l'approche et l'entretien? Ben, mais j'aime bien, en fait, utiliser la métaphore d'un arbre pour illustrer un peu les distinctions entre les deux. Euh, pour moi, quand on parle de l'approche motivationnelle, euh, je désignerais que c'est un peu la sève ou c'est le tronc de l'arbre, en fait, mais c'est l'idée d'aborder. Donc, une approche, donc, c'est l'idée d'aborder, en fait, d'aborder la motivation et la motivation, de manière implicite, signifie aborder un changement parce que c'est difficile de motiver quelqu'un s'il n'y a pas un enjeu de changement derrière. Donc, motivation et changement vont en quelque sorte de pair ensemble. Donc, l'approche motivationnelle, c'est le fait d'aborder le changement, mais c'est d'aborder le changement pour amplifier la motivation à ce changement-là en soi. Donc, on pourrait désigner que l'approche motivationnelle, c'est ça, en fait. Hmm. Mais quand on regarde l'arbre, ben, cet arbre a plusieurs racines. Et donc, dans ces racines, en mon sens, c'est un peu toutes les approches théoriques qui, au cours de l'histoire, est venue renforcer que l'arbre grandisse et que l'arbre tente d'émerger vers le haut. Et dans ces racines-là, bien, il y en a énormément, en fait. Euh, on peut faire référence il y a plusieurs années à Brême qui est venu sur la réactance. Euh, euh, en cours de route, en fait, hein, Prochaska et Di Clemente qui sont revenus sur les 5 stades de changement, pré-contemplation, contemplation, préparation, action, maintien, qui a été pendant plusieurs années très confondu à l'entretien motivationnel, que même encore aujourd'hui, il revient souvent l'importance de distinguer les deux, en fait, mais que à la base, les stades de changement, c'est un modèle transthéorique du changement. Donc, c'est deux auteurs qui ont théorisé que le changement se vivait plutôt à travers 5 stades, en fait. Et depuis les dernières années, entre autres, on pourrait nommer Bandura, DC et Ryan, qui sont venus travailler sur théoriser le sentiment d'efficacité personnelle ou le sentiment d'autodétermination, qui influence aussi le changement. Mais tout ça, c'est toutes ces racines-là et tous ces modèles-là, c'est des modèles qui sont un peu plus théoriques. Et l'entretien motivationnel en soi n'est pas un modèle théorique, là. Les auteurs soutiennent vraiment que c'est un modèle d'intervention. Et donc, ce qui nous amène à regarder les branches. Donc, pour moi, quand on regarde l'arbre, eh bien, un arbre a plusieurs branches. Et donc, il y a plusieurs façons d'aborder la motivation, en fait.
pour plaisanter, mais qui est en même temps vrai. En fait, mon coach à la salle de sport, quand il me dit, bon, bien, Patrick, aujourd'hui, on va travailler sur tes biceps, donc, ben, fais cet exercice-là, vas-y, un de plus, tu vas y arriver. C'est une méthode pour aborder la motivation au changement, en fait. Il y a différentes méthodes qu'on peut prendre pour aborder le changement. Je ne sais pas à quel point que c'est très présent en France, mais entre autres au Canada, il y a l'approche orientée sur les solutions, qui est une autre approche, en fait, de cet arbre des approches de motivation. En fait, sur un plan interventionniste, il y a plusieurs approches qui existent, mais l'entretien motivationnel est différent des autres, en fait. Et la particularité de l'entretien motivationnel qui la distingue des autres branches, c'est cette notion que les auteurs ont abordée, qui est cette idée du discours changement. Donc, si quelqu'un lit un article et que dans l'article, ils font référence aux termes discours changement et discours maintien, ben, je serais très surpris que ça ne soit pas un article qui parle de l'entretien motivationnel. Donc, la spécificité de l'entretien motivationnel vient du fait de porter une attention, donc d'être en mesure de déguiser notre oreille pour porter une attention à la direction du discours de la personne, donc le reconnaître la direction du discours, de pouvoir le susciter, donc de faire en sorte que de manière plus consciente que dans notre manière d'intervenir, on influence ou on oriente un peu plus que le discours de la personne puisse porter en direction du changement que du maintien, donc le susciter, et que quand on l'entend, de tenter de le renforcer, donc d'amplifier le discours plutôt dans une direction vers le changement que vers le maintien. Donc ça, c'est la spécificité, c'est ce qui différencie l'entretien motivationnel dans toutes ses approches de motivation. C'est vraiment cet attrait, cette attention portée à la direction du discours, tout ça parce qu'il a été soutenu scientifiquement que plus une personne s'entend dire d'elle-même un discours qui va plutôt vers le changement que vers le maintien, plus une personne a de chances de changer. Donc, de comment toujours intervenir pour plutôt faire en sorte que ce que la personne va nous répondre tende plutôt vers le changement que vers le maintien. Je trouve que je me plais souvent à dire que, en d'autres mots, que l'être humain se convainc plus par ce qu'il entend de lui-même. Donc, si je m'entends dire quelque chose qui va vers le changement, j'ai plus de chances de changer. Et que les deux enjeux face à ça, le premier, c'est comment, comme intervenant, de réduire mon envie de tout dire, parce que c'est la personne qui doit s'entendre le dire elle-même. Et l'autre chose, en fait, c'est comment que quand elle s'entend, que ça soit plutôt orienté plutôt vers le changement que vers le maintien. Hein, et l'exemple que j'utilise toujours en formation, ben, si une personne me dit, vous savez, ces temps-ci, je suis assez découragé, c'est toujours le choix que j'ai comme intervenant de répondre à cette personne. Ce que vous dites, c'est qu'en ce moment, vous êtes dans une période de vie plutôt sombre, ou c'est le fait de dire à la personne, en ce moment, ce que vous dites, c'est que vous êtes dans une période de vie où que vous auriez besoin de plus de lumière. Les deux interventions sont tout aussi empathiques, mais il est clair que la deuxième, qui va dire à la personne, en ce moment, vous êtes dans une période de vie où vous auriez besoin de plus de lumière, va engendrer que la personne va nous verbaliser beaucoup plus de changements que la première qui dit à la personne, ben, en ce moment, vous êtes dans une période de vie assez sombre, qui va l'amener à verbaliser quelque chose qui va plutôt vers le maintien. Euh, J'assistais dernièrement à une formation sur la pleine présence, en fait, la pleine conscience ou la pleine présence. Et en fait, en l'écoutant, je me disais, ben, c'est l'entretien motivationnel, on pourrait à la limite la décrire comme étant une forme de pleine présence. En fait, c'est de prendre plus conscience dans notre manière d'intervenir quels sont les éléments qui vont principalement susciter chez la personne le fait de verbaliser d'elle-même quelque chose qui va plutôt vers le changement que vers le maintien, d'avoir plus conscience de ma manière d'intervenir, en fait.
et de qu'est-ce que ça peut provoquer dans cette interaction. Et c'est un peu le défi et le souhait que propose l'entretien motivationnel qui la différencie des autres approches de motivation qui ont pour les autres d'autres spécificités, en fait, qui va la différencier en tant que telle du reste, en fait. Ok. Euh, il y a quelqu'un qui sollicite Une une précision. synthèse, une précision, si tu peux revenir sur cette métaphore de l'arbre en voiture. En fait, puis en même temps, c'est la métaphore que j'ai personnellement, moi, qui me parle et que j'ai choisie. Il pourrait en avoir d'autres, mais qu'en tant que telle, l'approche motivationnelle serait donc un peu la sève ou le tronc. En fait, c'est ce qui solidifie l'arbre. Ben, qui solidifie, c'est plutôt les racines qui solidifient l'arbre, mais le tronc et la sève, c'est l'essence de l'arbre, si on veut, en fait. Et donc, c'est ce qu'on pourrait définir, en mon sens, comme étant l'approche motivationnelle. Donc, c'est la philosophie, c'est le fait d'aborder la motivation en tant que telle, donc la sève ou le tronc de l'arbre, mais que pour soutenir cet arbre-là et faire en sorte que l'arbre pousse plutôt vers le haut, ben, il y a plein de racines et ces racines seraient tous les différents modèles théoriques qui ont été développés dans l'histoire du temps, en fait, de l'histoire de l'humanité, et il y en a énormément de théories autour de ça. J'en ai nommé quelques-unes, mais je pense que dans les dernières années, quand même, DC et Ryan et Bandura ont vraiment apporté un grand soutien à cet arbre. Ah, puis je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment historique dans tout ça parce que si je fais rapidement l'entretien motivationnel, le premier article scientifique a apparu en 1983 et Prochaska di Clemente en 86. Donc, c'était quand même à une époque où est-ce que l'ambivalence était vraiment perçue comme étant un enjeu plus pathologique en tant que tel. Et c'est une grande contribution, tous ces auteurs-là, qui nous ont aidés à concevoir que d'une part, c'est pas pathologique et que le changement, c'est quelque chose qui est en mouvement, en fait, et que en soi, c'est pas tellement le patient qui devrait s'adapter à nous, c'est plutôt nous qui devrait s'adapter à l'autre. D'autant plus quand on est dans des enjeux liés à l'ambivalence ou à tout le moins quelqu'un qui est plus ou moins ouvert à l'idée de changer. Et donc, ça, c'est. Donc, il y a les racines qui sont toutes les approches théoriques et il y a les branches qui sont un peu toutes les différentes modèles d'intervention qui existent et il y en a également plusieurs. Et donc, la spécificité de l'entretien motivationnel, c'est que le modèle d'intervention est plutôt basé sur l'attention qui est portée sur la direction du discours de la personne, de comment l'entendre, le provoquer ou le susciter chez l'autre et comment le renforcer quand on l'entend. Et donc, ça, c'est la spécificité propre à l'entretien motivationnel. Est-ce que tu veux t'entendre dire quelque chose dans le message d'Olivier? Est-ce que tu le lis toi-même ou tu veux que Non, je... mais je préfère, honnêtement, je préfère ne pas regarder le chat pour ne Ok. pas être déconcentré. Donc, si toi, Et donc, tu... Olivier propose une reformulation. Si je comprends bien, du coup, on reformule le discours du patient en soulignant le besoin et non le manque. Entre parenthèses, travail de reflet. Oui, en mon sens, il faudrait juste. Donc, pour moi, je me suis toujours plu à définir que si j'avais en deux mots résumé l'entretien motivationnel, j'appellerais ça de l'empathie orientée. Donc, c'est comment, de manière empathique, être plutôt orienté vers le changement que vers le maintien, d'avoir cette attention propre entre est-ce que je suis en train de souligner le problème ou je suis en train de souligner le désir qui est derrière, en fait. Euh, et en mon sens, c'est là où, dans ce qui a été proposé en tant que tel, c'est que pour moi, ça peut être le besoin, mais ça peut être autre chose en tant que tel. Donc, c'est pas spécifique à l'idée de souligner un besoin, mais c'est l'idée de souligner plutôt le désir qui est derrière, en fait. Hein, c'est vraiment, je trouve que il y a un article qui a été écrit il y a quelques années d'un anthropologue australien, en fait, qui nous explique un peu sous un regard anthropologique euh,
euh, et dans une perspective évolutionniste, qu'est-ce qui fait que l'entretien motivationnel est aussi efficace? Et il nous explique beaucoup que que le cerveau, de la manière dont il est fait, notre cerveau a une tendance très naturelle et rapide d'être plutôt centré sur le problème et très vite centré sur les solutions, et que notre cerveau est fait comme ça. L'apport est ce que nous invite à considérer l'entretien motivationnel. C'est pas de nier le problème, c'est pas non plus de ne jamais aborder les solutions, et c'est plutôt de comment renforcer le discours, donc le désir de changer, que plus une personne a l'envie de changer, plus dans la croyance de l'entretien motivationnel, la personne va avoir la chance d'aller puiser en fait sur ses capacités d'y arriver. Et des fois, il faut aussi accompagner la personne à reconnaître ses capacités dans le changement, mais que ce n'est pas tellement les solutions, ce n'est pas tellement le comment faire. Et ce n'est pas tellement non plus la source du problème, et que ça serait plutôt le désir du changement sur lequel on serait invité à porter une attention plus grande comme intervenant dans l'accompagnement d'un changement pour lequel la personne, elle est plus ou moins ouverte à l'idée de changer. Et donc, c'est vraiment... il y a une composante aussi importante dans ce que je nomme en ce moment, c'est que l'entretien motivationnel est utile uniquement pour les gens qui sont plus ou moins ouverts à l'idée de changer. Si les gens sont très dans l'envie de changer, que leur discours est déjà en direction du changement, ben, on peut aborder les solutions et les moyens. Et que l'enjeu qui arrive régulièrement, c'est que quand on fait face à une personne plus ou moins ouverte à changer et qu'on va trop vite dans les solutions et les moyens, ben, ça crée habituellement un élément de bascule qui fait qu'on recule au lieu d'avancer. Et donc, c'est un peu cette distinction-là aussi que les auteurs souhaitent aborder, en fait. Hmm. Plein de choses. C'est super intéressant de t'écouter et c'est comme si j'avais une vision un peu étriquée finalement de l'entretien motivationnel et chaque fois que je t'écoute, ça m'ouvre plein de choses et j'ai une série de questions qui me viennent, mais euh, juste une question qui est peut-être pas directement en lien avec ce que tu es en train de dire, mais c'est quand même très scientifique, tout ça. Qu'est-ce qui fait que c'est aussi rigoureux, aussi scientifique c'est quoi? C'est historique? C'est... Je pense qu'au niveau de l'histoire, ça serait intéressant de le faire. Quand même, je pense qu'à la base, les deux auteurs qui sont William Miller et Stephen Rollnick, donc William Miller qui est de Albuquerque au Nouveau-Mexique aux États-Unis, et Stephen Rollnick qui est à Cardiff au Royaume-Uni, euh, sont quand même deux personnes très impliquées au niveau universitaire. En tout cas, entre autres, William Miller a apporté beaucoup au niveau académique. En fait, il a écrit d'ailleurs plusieurs livres, plusieurs articles. Et donc, je pense que pour lui, la rigueur est très importante. L'entretien motivationnel demeure parmi toutes les approches en motivation l'une des approches qui est la plus appuyée scientifiquement. Et si elle l'est, c'est qu'il existe en tant que tel un guide de fidélisation pour évaluer si si on applique bel et bien l'entretien motivationnel. Donc, entre autres, pour moi, si on revient à la question de départ, et quand j'entends des gens me dire, ah oui, moi je fais ça de l'entretien motivationnel, c'est ce qui fait que je trouve intéressant de demander à la personne, ben, quand vous dites ça, vous êtes en train de dire que vous faites quoi en fait? Qu'est-ce qui appuie que ce que vous considérez dans ce que vous faites, c'est de l'entretien motivationnel? Et donc, le principal, donc il existe plusieurs outils d'évaluation de l'application de l'entretien motivationnel, mais l'outil principal, c'est ce qu'on appelle, en anglais, on dit le MIT. Donc, en version française, on pourrait dire le MITI. Donc, c'est MITI, qui veut dire le Motivational Interviewing
Treatment Integrity. Donc, la traduction française, là, entre autres, on est rendu à la version 4.2 et l'outil est accessible par Internet assez aisément et je suis l'un des traducteurs de l'outil. Mais l'outil a développé quand même de manière rigoureuse tout un mode d'évaluation pour, à l'écoute d'un entretien, sur quoi je peux me baser d'une manière objective pour dire que l'intervenant applique ou non l'entretien motivationnel. Donc, il y a quand même quelque chose d'assez effectivement rigoureux et c'est toutes des échelles qui sont validées et qui ont on est rendu à la version 4.2 parce que depuis la première version à la version d'aujourd'hui, ça fait déjà plusieurs années que le MITI existe, mais qu'à chaque fois, en fonction de l'évolution de la recherche, ben, la manière d'évaluer l'application a aussi évolué. Et donc là, on arrive aujourd'hui avec des échelles différentes que dans la version 1 d'il y a plusieurs années parce que la recherche a évolué et qu'on arrive à mieux, plus facilement cibler qu'est-ce qui fait en sorte que, certes, quelqu'un fait ou non de l'entretien motivationnel et aussi qu'est-ce qui donne de bons résultats. Donc, parce que c'est pas juste de pouvoir l'appliquer, c'est qu'on souhaite que l'application donne des résultats aussi. Donc, c'est à partir du MITI où est-ce qu'on a, et aussi un autre outil qui s'appelle le MISC, mais qui, là, lui, évalue plutôt la probabilité du changement. Mais cet outil-là, en fait, le MITI permet de pouvoir vraiment voir si l'intervenant, ce qu'il a mis en application, c'est bel et bien l'entretien motivationnel. Hmm. Et du coup, tu as répondu à la question de Marianella qui posait cette question des questionnaires d'évaluation, des grilles d'évaluation. Euh, Donc, tu nous as expliqué un petit peu cet arbre et les différentes parties, avec notamment cette sève de la philosophie, euh, voilà, de l'approche motivationnelle. J'ai envie de raconter une petite anecdote avant de poser ma question. Je ne sais pas si tu t'en rappelles, mais on était sur une terrasse et il y a une serveuse qui arrive pour nous proposer de nous servir. À ce moment-là, tu lui dis, ben, mais c'est pas comment allez-vous, mais est-ce que vous allez bien? Enfin, tu lui poses une question un petit peu anodine comme ça. La serveuse s'arrête et elle te parle, mais avec une authenticité, avec voilà, vraiment, elle te dit comment elle va, comment elle se sent à ce moment-là. Ça dure pas très longtemps, mais il y a une qualité de l'interaction qui me frappe à ce moment-là, qui se met en place très très rapidement entre toi et elle. Euh, et, euh, et ça m'est resté vraiment marqué parce que je pense que c'est assez rare voilà, qu'on puisse observer ce type d'interaction aussi rapidement entre deux personnes. Euh, et finalement, ça m'amène à ma question, c'est que on parle d'entretien motivationnel et je pense que je suis pas la seule à parfois se dire ben voilà, ah ben mon patient a du mal à reconnaître qu'il a un problème d'alcool ou voilà, je pense addiction, difficulté au changement par rapport à l'addiction. Du coup, je pense entretien motivationnel et là je me dis bon alors qu'est-ce que je vais mettre en place comme méthode, comme technique dans mon entretien ou le planifier sur un ou deux entretiens et je vais être dans cette procédure finalement un petit peu à court terme. Et finalement, plus je t'écoute et plus je découvre et je me forme avec toi et par ma curiosité sur ces questions-là, plus je réalise que ben, finalement, c'est peut-être pas que
un moment et peut-être pas que l'addiction. Alors pourquoi ce lien aussi entre addiction Ouais. et entretien motivationnel ou approche? Et est-ce que finalement cette approche, c'est aussi quelque chose, alors peut-être toi, que tu cultives au-delà de tes formations ou des entretiens, est-ce que c'est quelque chose qui va au-delà aussi dans nos thérapies? Ou est-ce qu'il faut qu'on le conserve comme un outil à un moment par rapport à un changement? Donc, il y a beaucoup de choses, en tout cas, beaucoup de choses que j'ai envie de répondre à ce que tu dis. Je vais essayer de le prendre de manière un peu ordonnée, puis vraiment avec plaisir de réajuster en fonction de ta curiosité, Isabelle. Euh, donc peut-être juste éclairer qu'au départ, William Meller et Stephen Rollnick ont travaillé beaucoup dans le domaine des addictions au départ et beaucoup face à l'addiction à l'alcool. Donc au départ, eux, c'était surtout avec la dimension des addictions que a pris forme l'entretien motivationnel. Donc, c'est ce qui fait qu'on fait beaucoup de liens entre les addictions et l'entretien motivationnel. Au fil du temps, les choses ont beaucoup évolué. Donc, scientifiquement, a été démontré très efficace pour l'ensemble des enjeux liés à la santé et pas que. En fait, là, moi, je soutiens entre autres le milieu pénitentiaire, en fait, hein, donc la recherche de logement, le fait de devoir équilibrer un budget. Donc, ça peut être aussi comportemental de façon plus large. Mais les auteurs aussi élargissent la chose en disant qu'aussi que ça peut être quelque chose qui peut accompagner au niveau de l'émancipation, de la réalisation de soi, hein, donc en milieu scolaire, accompagner des gens au niveau du sport en tant que tel, des athlètes. Mais c'est aussi, quand on regarde, en fait, scientifiquement, ça a été démontré que l'entretien motivationnel permet de réduire, d'augmenter plutôt euh, euh, l'acceptation au deuil dans les soins palliatifs. Donc là, on n'est plus dans quelque chose de proprement dit comportemental, on est plus dans quelque chose qui est lié à quelque chose qui est lié plus à une attitude ou à une vision des choses en soi. Donc c'est très large aujourd'hui, l'entretien motivationnel, et ça a pris beaucoup d'évolution. Donc, je veux dire, en quelque sorte, les deux conditions essentielles que l'on nomme en ce moment, c'est qu'il y ait un enjeu de changement et que face à cet enjeu de changement-là, la personne soit plus ou moins ouverte à l'idée de changer. Donc, si ces deux composantes-là ne sont pas là, bien, c'est difficile et peut-être inutile d'utiliser l'entretien motivationnel. Ça, c'est une première chose dans ce que de ce que tu as nommé. L'autre chose que j'aurais tendance à ajouter dans ton introduction, euh, c'est qu'il a été aussi scientifiquement démontré qu'il y a une posture, donc il y a un savoir-être, ce que les auteurs appellent l'esprit de l'entretien motivationnel, que l'on doit, en tant que tel, incarner pour faire en sorte que la personne puisse s'ouvrir à l'idée d'aborder le changement en tant que tel. Et donc, l'entretien motivationnel est majoritairement associé plutôt à une approche humaniste. Dans ce savoir-être, en fait, là, on retrouve le partenariat, donc l'idée de percevoir la personne dans une idée d'un rapport plus horizontal, d'égal à égal, cette notion d'acceptation, l'idée d'accueillir la personne telle qu'elle est. Plus récemment, les auteurs ont changé au lieu de susciter l'évocation, ils me parlent plutôt d'empowerment, donc cette idée de renforcer le pouvoir d'agir de la personne, de vraiment croire que la personne a le pouvoir d'avoir une action sur sa vie. Et le dernier, qui est cette notion de compassion qui, pour toi et pour moi, va bien, mais qui a été traduit plutôt comme une notion d'altruisme, qu'on pourrait parler de bienveillance. Là, on pourrait aussi éventuellement distinguer la compassion de la bienveillance, mais que cette notion de bienveillance, de partenariat, d'acceptation, donc d'accueillir la personne telle qu'elle est et de reconnaître le pouvoir de la personne,
ben, fait en sorte que la personne, elle est plus disposée à vouloir aborder le changement en tant que tel. Donc, et ce que je trouve important de spécifier, c'est que Teresa Moyers, qui est une grande chercheuse en entretien motivationnel, euh, a démontré de par la recherche que ce n'est pas uniquement cette posture-là qui va faire en sorte que la personne va s'activer vers le changement, que c'est une composante essentielle, mais que si on est juste centré sur la personne, donc un peu ce que une approche centrée sur la personne, un peu de manière rogerienne de ce que Carl Rogers a développé, n'apportera pas nécessairement le fait que la personne va s'activer face au changement. Et en même temps, ce que j'ai nommé un peu plus tôt, si on est uniquement centré à vouloir amener la personne à plutôt verbaliser du changement que de verbaliser du maintien, donc si on est juste centré sur l'aspect technique, si on veut, de l'approche, ça ne donnera pas non plus les effets escomptés. Que c'est le maillage des deux, en fait. Et entre autres, quand on évalue la mise en place avec le MITI en entretien motivationnel. Il y a 4 échelles, donc il y a les 2 échelles relationnelles, donc on évalue le degré de partenariat et le degré d'empathie de l'intervenant. Et on évalue également le degré de l'intervenant à cultiver le discours changement, donc d'être en mesure que la personne nomme plutôt du changement que du maintien, et la capacité de l'intervenant à modérer le discours maintien. Et donc, c'est 4 échelles qu'on évalue en tant que telles. Mais ce que soutient la littérature, c'est que ça prend cette combinaison-là des deux, que si on est uniquement centré sur la personne, mais qu'on n'est pas sur un aspect technique à vouloir amener la personne à verbaliser le changement, ça ne crée pas nécessairement ce qui est souhaité. Et l'inverse est aussi vrai. Donc, si on est uniquement centré sur la technique d'amener une personne à verbaliser du changement, mais que le savoir-être n'est pas là, ça ne donne pas non plus les effets escomptés. Donc, c'est le maillage des deux. Donc, c'est vraiment une notion importante à tenir en compte. Et finalement, dans ce que tu as proposé aussi, ce que j'aurais envie de rajouter, si le sujet vous intéresse, en fait, moi, je vous encourage beaucoup à aller lire sur ce qu'on appelle l'échelle d'auto-exploration. Donc, 2 étudiants de Carl Rogers à l'époque, donc Truax et Kharkov, ont développé ce qu'ils appellent l'échelle d'auto-exploration, le Self-Exploration Scale. Et cette échelle-là évalue en fait à quel point que la personne qui vient consulter est en mesure de se dévoiler et de faire des liens avec ce qu'elle vit. Et que scientifiquement, si on ne porte pas une attention à ce que fait l'intervenant, mais si on porte une attention uniquement à ce que dit la personne qui va consulter, il serait scientifiquement démontré que plus une personne arrive à parler d'elle-même, à se dévoiler, et plus elle arrive à faire des liens avec sa situation par elle-même, plus ça prédit que la personne va changer en tant que telle. Et donc, je trouve que ça nous ramène beaucoup à cette notion de dévoilement. Donc, d'être capable de parler de soi, de se dévoiler à l'autre pour faire le lien avec la personne qui nous avait servi ensemble. Hein, ça nécessite quand même un certain intérêt, curiosité, mais ça nécessite aussi une authenticité puis une ouverture à l'autre en tant que tel. Et c'est ces combinaisons-là, en fait, qui vont faire en sorte, parce que je trouve important de souligner que pour changer, ça nécessite un certain niveau de vulnérabilité. En fait, demander de l'aide, c'est quand même un certain niveau de dévoilement, de vulnérabilité qui est quand même très important. Et là, c'est pas parce que j'ai étudié en sexologie, mais je trouve que si je prends la métaphore de se mettre à nu devant quelqu'un, ben, se mettre à nu, ça prend du courage. Il y a quand même quelque chose et donc, je veux dire, juste comme être humain, si on pense aux conditions que j'ai besoin, peu importe que ce soit avec une personne de connue ou un inconnu, pour me permettre de me dévoiler, ben, il y a des conditions qui doivent être là de façon préalable pour me donner la sécurité et le confort de pouvoir
me dévoiler en soi, en fait. Et c'est des variables, en fait, qui peuvent être très différentes pour une personne à une autre et pour une situation à une autre en tant que telle. Donc, tout n'est pas noir ou blanc comme conception, mais c'est vraiment quelque chose auquel porter une attention, en fait. Moi, depuis que je m'investis beaucoup sur l'échelle d'auto-exploration, j'essaie toujours de me centrer, surtout dans le début d'un entretien, à me dire c'est quoi le système d'alarme que la personne possède en ce moment devant moi, en fait, et c'est quoi les conditions que je peux permettre pour que la personne puisse se sentir en sécurité de pouvoir se dévoiler, de s'exposer en tant que tel. Et ça, c'est des choses que je trouve qui sont essentielles et que, entre autres, ce que la définition que les auteurs portent du savoir-être de l'entretien motivationnel, donc une approche plus humaniste, a plus de chances, en mon point de vue, de pouvoir créer cette ouverture au dévoilement de soi, en fait. Donc je ne sais pas si j'ai tout répondu, Isabelle, à tes questions, mais en tout cas, c'est un peu c'est ce qui me vient brûle pour point. J'en ai plein des questions. Et Marianella en a une aussi. Elle te demande si tu peux illustrer une situation dans laquelle le M n'aurait pas fonctionné ou serait, voilà, n'aiderait pas un patient. En fait, je trouve ça intéressant comme question. Et, à tout de moins, en tout cas, puis c'est un peu ce que tu disais aussi dans ta question, Isabelle, euh, William Miller disait, a déjà dit, là, puis je pense pas que ça soit quelque chose de scientifiquement démontré, mais que pour lui, ça prend au moins 8 ans de pratique avant d'incarner l'entretien motivationnel, que durant ce temps-là, on est plus dans l'expérimentation et la pratique et l'expérience en soi. Moi, ce qui me rend très vivant dans l'entretien motivationnel, c'est que c'est un peu comme l'horizon, c'est qu'aussitôt que j'ai le sentiment de l'approcher, elle s'éloigne. Et donc, j'ai toujours, en fait, je trouve toujours que ça m'apporte, depuis toutes ces années, l'éclairage qu'on peut toujours aller plus loin et plus profondément. Hmm. L'entretien motivationnel, dans les faits, n'a jamais été démontré que ça pouvait nuire. Donc, en quelque sorte, en tout cas, il n'a jamais été démontré que ça pouvait nuire. Donc, ça, pour moi, c'est déjà un semblant de réponse. Où est-ce que, au dernier congrès, ce que les auteurs, puis ce qui est dit depuis plusieurs années, là, c'est que il y a quand même, en fait, l'importance de considérer que pour ce qui est plus jeune qu'un adolescent, on a moins de réponses à la question. Je pense que face à ça, c'est difficile. Je ne crois pas que ça puisse nuire à un enfant, mais je ne suis pas certain non plus qu'un enfant soit dans une capacité d'être en mesure de pouvoir exprimer de lui-même une déduction ou de pouvoir faire une réflexion qui puisse l'amener autant, mais en tout cas, personnellement, pour l'avoir quand même mis en place avec des jeunes, c'est quand même quelque chose qui peut bien fonctionner aussi. Peut-être que la distinction que je voudrais apporter avec la question qui a été nommée, puis que je trouve vraiment essentielle, c'est que c'est principalement Stephen Rollnick avait développé il y a quelques années l'idée que peu importe le type d'intervention dans lequel on se retrouve, il y aurait trois styles naturels de communication en intervention, qui est le diriger, le suivre et le guider. Le diriger qui est plus dans un type lié au résultat et que là, dans ce contexte-là, comme intervenant, on a un rôle un peu plus d'expert. Et donc, quand dans des situations d'urgence, dans une situation d'évaluation, de diagnostic, que c'est notre expertise qui est en jeu, que c'est très lié au résultat et que ça va de soi qu'on soit dans un style dirigé, qu'il y a le style suivre qui est plutôt centré sur la personne et que quand on est plus demandé à être à l'écoute, qu'on doit être sensible à ce que la personne, que c'est uniquement en fait
l'expression de la personne sur son vécu en tant que tel qui est important. Donc, dans le début d'une rencontre, une personne qui vient de vivre un deuil, une rupture amoureuse, ben, on va prendre le temps de l'écouter. Donc, on est très centré sur la personne. Et donc, c'est le style suivre en tant que tel. Et qu'il y a un troisième style qui est le style guidé, qui serait plus adapté dans une intervention liée au changement, en fait. Et c'est ça, entre autres, que je trouve important, c'est de bien distinguer dans quel style que nous sommes dans l'intervention. Et que si je suis face à une personne qui me dit, ben écoutez, moi, j'ai beaucoup réfléchi et puis je suis vraiment heureux de vous rencontrer aujourd'hui et j'aimerais ça que vous me disiez quoi faire. Je suis un peu dans cet enjeu-là, puis je suis venu vous voir aujourd'hui parce que j'aimerais ça avoir de vos conseils. Ben, de répondre à cette personne, ce que vous dites en ce moment, c'est que vous avez vraiment l'envie de que les choses puissent changer, puis ce que vous souhaiteriez principalement, c'est qu'on vous dise un peu les étapes pour y arriver. Ben, c'est pas la bonne pratique. La personne, elle vient de nous demander conseil, elle nous dit quoi faire. À la limite, c'est pratiquement un manque d'empathie de répondre comme ça parce que la personne, elle s'attend de nous qu'on lui donne des conseils. Donc, cette personne-là n'est pas ambivalente ou fermée à l'idée de changer. Elle nous demande de changer. Donc, l'entretien motivationnel est contre-indiqué dans ces conditions-là. Donc, pour répondre à la question, si la personne, elle vient vous voir et qu'elle est déjà dans l'élan du changement, mais qu'elle a juste besoin de conseils pour savoir comment le mettre en place, ben, c'est contre-indiqué d'utiliser l'entretien motivationnel. Donc, pour moi, ça serait un exemple dans lequel l'entretien motivationnel en soi ne fonctionne pas. En même temps, je veux dire, c'est là aussi la distinction, parce qu'une approche centrée sur la personne, une approche humaniste, de par ma vision des choses, en tout cas de mon côté, euh, ben, c'est une posture, une approche qui idéalement devrait se retrouver sensiblement en tout temps. Mais c'est pas en étant centré sur la personne ou d'être une approche humaniste qui résume que ce que l'on fait, c'est de l'entretien motivationnel. Et c'est un peu cette distinction-là qui est apportée aussi. Super. Une autre question, est-ce que tu peux redonner le nom ou la référence pour le questionnaire? C'est auto-exploration ou auto-actualisation? L'échelle d'auto-exploration Exploration. et les deux étudiants qui ont développé ça, c'est Truax et Karpov, en fait. Donc, On peut le retrouver sur Internet, tu penses? Kharkov, c'est avec un K Karpov, c'est Karkuff. et Truax, comme ça se prononce. Truax, de mémoire, c'est Truax, mais il y a peut-être un H aussi. Mais Ok. là, je pourrais le chercher, là, Sophie, si tu le trouves, tu nous mets le lien. il y a peu de choses, je crois, qui existent en français, là. Il y a plus de choses en anglais qui, moi, en tout cas, il y a beaucoup d'articles que j'ai que j'ai et que j'ai lus, mais qui sont principalement en anglais, mais en tout cas, ça me ferait plaisir au Oui, si besoin que les gens me contactent s'ils veulent avoir plus d'informations, là. je peux mettre ton mail dans le Oui, chat. avec plaisir. Mhm. Éventuellement, si les gens le souhaitent, je peux aussi essayer de faire un envoi mail si tu as un document ou deux. Ah, quelqu'un l'a trouvé. En tout Ah, cas, ben. la Donc, référence. le H était dans Kharkov, n'était pas dans Truax. Mais je savais qu'il y avait un H à quelque part, mais merci beaucoup, Olivier. Alors, une autre question. Dans le cas de figure où le patient n'a pas de motivation au changement explicite, ou bien qu'il pense que le problème ne Mm. peut être résolu que de façon externe à lui, que lui proposer? Et là, on peut Ben, en fait, c'est une dimension qui est importante dans ce qui est nommé en ce moment. C'est que pour les auteurs de l'entretien motivationnel, les deux notions qui résument en quelque sorte l'idée du désir de changer, c'est l'importance que la personne accorde au changement et sa confiance qu'elle accorde dans ses capacités d'y arriver. Et je trouve que si on porte une attention, hein, je vous donne juste l'exemple, si une personne nous dit je sais bien que ça ne peut plus continuer comme ça, mais écoutez, j'ai essayé, puis j'y arrive pas, donc je m'y suis fait la raison.
on entend dans le discours de la personne si c'est un enjeu qui est lié à l'importance ou à la confiance. La personne nous dit, je sais bien que je ne peux plus continuer comme ça. Donc, la personne nous dit qu'elle a conscience de l'importance que ça représente. Et elle dit, mais j'ai essayé, j'y arrive pas, donc je m'y suis fait la raison. Donc, on voit que c'est une notion qui est plus liée à la confiance dans l'enjeu de changement de la personne. À l'inverse, une personne qui dit, vous savez, moi j'endure cette situation-là depuis vraiment longtemps. Si j'avais voulu faire quelque chose, bien, il y a longtemps que je l'aurais fait. Je le sais comment m'y prendre, mais je ne pense pas que ça changerait quelque chose. Ben, on entend que la personne, il y a un enjeu qui est plus lié à l'importance qu'à la confiance. Les auteurs, dans le fait de s'aiguiser à essayer de porter un regard sur le discours de la personne et de vouloir le renforcer, nous invitent à s'investir plus sur la notion de l'importance et de la confiance au changement. Donc, l'importance que j'accorde au changement, donc le sens, l'intérêt que je vois, les gains, les bénéfices que je vois à l'idée de changer, en fait, ou la confiance. Et la confiance, moi, j'aime bien la résumer sur l'idée de sur quoi je peux me reposer comme personne pour croire que je suis en mesure de pouvoir arriver à changer. Donc, je peux me reposer sur moi, donc sur mes compétences, mes forces, sur mes expériences du passé en tant que telles. Je peux me reposer sur l'extérieur, donc mon entourage, vous comme intervenant, un programme, des sites Internet, et je peux me reposer aussi sur les différentes options qui existent en tant que telles. Et donc, pour les auteurs, donc l'idée principale est surtout de centrer notre énergie durant la consultation plus sur l'importance que pourrait représenter le changement pour la personne et la confiance en ses capacités que ça pourrait représenter pour la personne de changer. Et que ce que nous serions invités à pouvoir surtout cultiver chez la personne, c'est l'importance qu'elle accorde au changement et sa confiance en ses capacités d'y arriver. On n'a toujours pas abordé dans ce que je vous propose le comment changer, les solutions et les moyens. J'ai uniquement voulu aborder avec la personne l'importance qu'elle y accorde et la confiance qu'elle accorde en ses capacités d'y arriver. Et c'est vraiment ça la spécificité de l'entretien motivationnel. Donc, face à la question qui a été posée, personnellement, donc surtout si c'est la personne qui fait la démarche pour aller vous voir, ben, je me dis qu'il y a quand même un certain sens des raisons qui l'ont amené à venir nous rencontrer en soi. Donc, est-ce que c'est des raisons extrinsèques ou intrinsèques? Si c'est des raisons extrinsèques, on peut travailler à les rendre de manière plus intrinsèque. Mais c'est peut-être de voir un peu qu'est-ce qui est à nourrir chez la personne. Est-ce que c'est parce que pour elle, ça ne fait pas de sens pour elle de changer ou parce qu'elle n'a pas nécessairement confiance ou qu'elle ne sait pas sur quoi qu'elle peut se reposer pour gagner en confiance sur l'idée d'actualiser le changement? Et ça, pour moi, c'est deux repères extrêmement importants. J'ai souvent dit à la blague, mais en même temps, c'est très réel ce que je vais dire. Mais suite à ma formation à l'entretien motivationnel, j'ai eu la chance d'être impliqué sur un projet de recherche où pendant 3 ans, les personnes venaient à la clinique où j'étais et étaient randomisées pour soit aller voir ma collègue en éducatif ou soit venir me voir en motivationnel. Et chaque fois, pour vraiment m'assurer que j'étais le plus possible en train de mettre en application l'entretien motivationnel, j'écrivais au stylo sur ma main empathie, autonomie, et sur l'autre, je marquais importance, confiance. Et pour moi, ça, c'est les plus grands repères. Si la personne se sent comprise et se sent respectée dans sa liberté d'agir, de penser et de choisir, et que j'oriente mon écoute et l'amener la personne à verbaliser plutôt sur l'importance qu'elle accorde au changement et sa confiance en ses capacités d'y arriver, on a plus de chances que la personne se mobilise et s'actualise dans le changement. Et ça, pour moi, c'est les quatre repères essentiels à la base que j'essaie vraiment de nourrir lorsque j'interviens.
Mais ça nous fait une transition parfaite pour la dernière question. Mais juste, il y a Mylène, pour dire à Mylène que qu'on prend en considération sa question, qui demande de la bibliographie sur le processus de dévoilement de soi. Donc j'ai mis ton adresse mail. Peut-être que ce sera plus simple de lui répondre par mail. Et donc, notre dernière question, on va arriver à la fin. N'hésitez pas si vous avez une dernière question à poser à Patrick. Et donc, alors, c'est peut-être pas une petite, hein, mais tu parles de ces 4 points essentiels. Est-ce que tu peux élaborer un petit peu sur justement les points essentiels de l'entretien motivationnel? Euh, Est-ce que c'est ces 4 points-là? Est-ce que il y a d'autres choses que tu peux développer par rapport à ça? Ben, pour moi, en fait, j'ai donné récemment une conférence sur les 5 clés de l'entretien motivationnel. Pour moi, dans ces 5 clés-là, c'est vraiment d'être attentif au contexte. Donc, est-ce que actuellement, je suis en train de parler de quelque chose qui nécessite le fait d'être plutôt dans le diriger, le suivre ou le guider? Donc, donc, d'ajuster en fait mon style d'intervention, de communication en fonction du contexte dans lequel nous sommes. Pour moi, la deuxième clé, c'est d'être attentif à ce que dit le patient. Donc, vraiment, donc, est-ce que la personne nous nomme quelque chose qui est plutôt en direction du changement ou plutôt en direction du maintien? Donc, de porter une attention à ce que nous nomme la personne en soi. Et de ce que je rajoute dans tout ça, c'est vraiment cette notion d'importance et de confiance. Donc, des éléments d'attention à porter dans le discours de la personne qui est là. L'élément supplémentaire qui est très important, c'est d'être attentif à la relation, en tant que telle, que lorsque la personne ne se sent pas comprise ou qu'elle se sent menacée dans son autonomie, c'est souvent là que la relation devient une lutte et l'importance de soigner la relation, que la personne, en fait, souvent, dernièrement, j'accompagnais beaucoup de professionnels qui me posaient tout plein de questions, puis la réponse principale était, ben, demander au patient, en fait, tout ne revient pas à vos épaules. Et, et- et- et moi, une des choses que j'aime beaucoup, que l'entretien motivationnel m'a apprise beaucoup, c'est vraiment cette idée. C'est pas de dire au patient comment je peux vous aider, c'est de dire au patient comment je peux vous aider à vous aider. Je veux dire, la meilleure aide qu'on peut offrir à quelqu'un, c'est de l'aider à s'aider, en fait. Et c'est vraiment ça l'essence propre de l'entretien motivationnel. Et donc, comment dans cette notion-là de prendre soin de la relation qui va permettre le dévoilement de la personne et faire en sorte que la personne puisse préférablement cheminer, ça pour moi, c'est la troisième clé qui est importante. La quatrième clé, c'est d'être capable de bien définir la cible de changement. Moi, je dis toujours sur cette idée de plus expliciter ce qui vous semble implicite, en fait. Je donne beaucoup de supervision et dans l'intervention, j'entends souvent comme si l'intervenant savait où est-ce qu'il voulait aller et la personne qui consulte, elle sait aussi où est-ce qu'elle souhaite aller en tant que telle, mais il n'y a jamais autant que ça cette précision de rendre explicite ce qui semble être implicite. Et je trouve que plus vous allez prendre du temps à expliciter où est-ce que vous souhaitez aller dans la démarche ou dans la consultation, plus ça va être facile de s'y rendre. Cette échelle-là n'existe plus dans le MITI, mais elle était dans la version 3, qui était une échelle de direction, de comment l'intervenant arrive à maintenir la direction et de se maintenir sur l'enjeu qui est propre à la discussion tout au long du temps de la discussion. Il est possible d'adresser deux, trois cibles de changement dans une même intervention, mais de ne pas les amener tous ensemble et de les apporter une à la suite de l'autre. Ça, les auteurs reviennent beaucoup avec cette notion-là. Et pour moi, la dernière clé, c'est d'être attentif à notre manière dont on parle. Entre dire à un patient qu'est-ce qui vous inquiète ou dire à un patient qu'est-ce qui pourrait vous rassurer, c'est la même question. C'est juste qu'on va générer une direction qui est différente.
Mais entre dire à une personne qu'est-ce qui vous inquiète ou dire à une personne qu'est-ce qui pourrait vous rassurer, on va avoir la réponse de l'autre côté, mais on amène la personne à pouvoir qu'elle puisse s'entendre elle-même un discours qui va plutôt vers le changement avec une question sur qu'est-ce qui pourrait vous rassurer. Tandis que dire à une personne qu'est-ce qui vous inquiète, on alimente le maintien. Et donc de prendre plus conscience de ce qu'on alimente dans la discussion, tout comme hein, si on y va de manière plus réflexive, de dire à un patient, bien, hein, vous sentez que vous n'y arriverez pas, ou de dire à un patient, bien, vous souhaiteriez avoir plus confiance en vous. C'est la même intervention, c'est juste que la direction que ça va provoquer n'est pas la même et d'être un peu plus conscient de la manière dont on intervient avec l'autre va avoir une influence importante sur la conduite de l'entretien. Et pour moi, c'est les 5 éléments essentiels à porter comme attention, en tout cas. Alors, j'avais dit que c'était la dernière question, mais je vais être un petit peu égoïste. Je vais en poser une qui me vient toujours. C'est la question des émotions positives, finalement, parce que tu dis, si on me dit qu'est-ce qui vous inquiète ou euh, qu'est-ce qui vous rassure, de quoi vous auriez besoin pour être rassuré, c'est la même question. Mais finalement, peut-être que l'état émotionnel du thérapeute aussi implicitement peut induire quelque chose. Si je suis de bonne humeur, sans m'en rendre compte, je vais peut-être avoir une reformulation plus orientée solution ou changement. Si je suis anxieux, je vais peut-être plus être tourné vers le discours maintien. Est-ce qu'il y a des recherches là-dessus? Est-ce que c'est aussi un outil pour le thérapeute de travailler là-dessus dans l'entretien motivationnel ou enfin dans le... Ça pourrait être l'idée d'une recherche qui pourrait être vraiment intéressante. J'en connais pas de recherche, en tout cas, qui revient sur l'intervenant et non sur la dynamique relationnelle ou sur la personne qui consulte. Donc, j'aurais de la difficulté à répondre. Le seul élément de réponse que je pourrais avoir, c'est mon expérience personnelle face à ta question. Et si je me fie à mon expérience personnelle, il y a des moments où est-ce que euh, soit par la fatigue ou par des difficultés de ma vie personnelle ou autre. Peut-être que ça va troubler mon attention, mais quand je me mets dans une posture très inspirée de l'entretien motivationnel, cette idée de distinguer qu'est-ce qui vous inquiète ou qu'est-ce qui pourrait vous rassurer, personnellement, je ne vois pas que ça vient beaucoup impacter. Ça l'impacte plutôt peut-être l'attention que je porte à ce que l'autre dit, mais je trouve, et c'est peut-être la pratique, là, mais je n'aurais pas tendance à considérer que ça impacte. Ça peut peut-être impacter la spontanéité que je peux y avoir, là. Ça se pourrait, il faudrait que je l'analyse. Mais au niveau mécanique, si on veut, je trouve que si je m'assois dans une chaise dans laquelle je souhaite être dans une pratique d'entretien motivationnel, en tout cas personnellement, mon attention ne sera pas influencée par mes émotions pour être plutôt orientée sur ce que la personne devrait dire qui l'amènerait plutôt vers le changement que vers le maintien. Je, je- mais là, c'est vraiment mon expérience personnelle uniquement là, auquel Ouais. je peux faire référence. Il y a une dernière question dans le chat et puis on va pouvoir remercier tout le monde. Quelle ligne directrice pour travailler sur les phrases pro-discours changement? La vie est très généreuse pour ça, en fait. Mais je pense, en fait, hein, moi, ce que j'ai souvent tendance à, ben, d'une part, recevoir des formations. Il est scientifiquement démontré que juste la lecture d'un livre ne suffit pas pour pouvoir intégrer l'entretien motivationnel. Donc, la formation, j'ai beaucoup aimé au dernier congrès, William Meller, il nommait, il est possible de pouvoir écouter plus et plus profondément en moins de temps. Et ça, personnellement, c'est quelque chose auquel j'adhère à 100%.
Ce qu'il ajoute, c'est que pour y arriver, ça nécessite de l'observation extérieure et de la supervision et du soutien en tant que tel. Puis la littérature démontrerait que suite à une formation, si elle n'est pas suivie d'un soutien quelconque, que de manière générale, les gens ont plutôt tendance à croire et à percevoir qu'ils appliquent l'entretien motivationnel. Et quand on fait des études comparatives au niveau de l'application, il y a quand même des écarts assez importants. Et je trouve que personnellement, de manière autonome, ce que j'ai tendance à encourager, c'est ben, déjà de s'enregistrer dans nos entretiens, de juste se les réécouter soi-même et de voir, d'être un peu plus, d'augmenter notre attention à la direction du discours que le patient a dans son propre discours et de qu'est-ce que moi j'influence comme intervenant dans ma façon d'interagir de manière spontanée, juste déjà en prendre conscience pour moi, c'est déjà beaucoup. Mais aussi, juste dans la vie de tous les jours, en fait, être un peu plus attentif à qu'est-ce que les gens disent en tant que tel. Juste peut-être pour conclure, mais je donnais une supervision récemment à un groupe, à une infirmière et une infirmière qui disait, ben moi, mon objectif, en fait, c'est de freiner l'hésitation vaccinale. Et je lui ai dit, ben, comment tu pourrais le dire de manière plus constructive, en fait? Hein, donc, son rôle, c'est de renforcer l'ouverture à la vaccination. C'est pas de freiner l'hésitation à la vaccination. Et juste si on s'aperçoit à quel point, de manière très spontanée, on a naturellement plutôt tendance à aller vers le maintien, en fait. Et l'anthropologue, son article est très élogieux à ce sens-là. Notre cerveau est conçu comme ça, donc il ne faut pas s'en vouloir. En fait, ce n'est pas de notre faute, en quelque sorte. Ça nous rappelle autre chose, chère Isabelle, mais il y a bien des choses qui ne sont pas de notre faute, en fait. Donc, ce n'est pas nécessaire de se cogner sur la tête, mais que des fois, de juste prendre conscience, autant chez les autres que chez vous-même, de comment ce que vous dites, vous pourriez le dire de manière plus constructive en tant que tel et juste de prendre plus conscience de ça, en fait, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Mais pour la question, en fait, écrivez-moi ou ça me fera plaisir qu'on puisse se voir en formation parce que c'est vraiment quelque chose qui se travaille beaucoup plus en pratique, là. Et puis, et voilà, il y a des questions où est-ce qu'on peut se former, notamment donc l'AFDEM, effectivement. N'hésitez pas à dire à la FTCC si vous voulez que Patrick nous rejoigne pour des formations, parce qu'à ma connaissance, il n'y a pas peut-être Vianney me corrigera, mais j'ai regardé, je ne crois pas qu'il y ait de formation pour l'instant en module complémentaire d'approfondissement en entretien motivationnel. Mais je pense que ce serait une bonne chose de le développer à l'FTCC. Oui, puis en tout cas, Isabelle, je ne sais pas si mon site Internet va être accessible aussi, mais venez visiter mon site et ça me fera plaisir. Je suis presque à mi-chemin entre la France et le Canada. Je suis là très régulièrement, donc ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir Et soutenir perspective humaine, je pense, ton de oui, mémoire. Hmm. exact. Perspectivehumaine.com au singulier. Ouais. Merci Patrick beaucoup. Ben, c'est moi qui vous remercie. Merci Absolument. beaucoup de votre présence et surtout, en fait, je trouve, merci de votre humilité à vous ouvrir, à vous questionner, parce que de participer à une rencontre comme ça, c'est aussi cette humilité à revoir ses pratiques et je pense que ça ne fait que de vous de meilleurs intervenants. Donc, merci beaucoup. Exactement. Une des plus belles qualités chez les thérapeutes, l'humilité. Et merci à toi aussi, Patrick, pour partager tout ton savoir et nous transmettre toutes ces belles choses. Mais au plaisir. À bientôt. Au Ouais, revoir. prenez soin de vous.